Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du Cercle un peu littéraire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon acolyte. Ouais, je suis ta grosse colite, moi. Mon acolyte habituel, du coup, qui est Mademoiselle Sistoun. Yes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et également, aujourd'hui, d'un invité spécial, Jordan. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Moi, personnellement, je sors de table, du coup, je suis un petit peu, pas barbouillée, mais un peu fatiguée, quoi. Mais ça va. Et toi-même? moi, ça va. Pas barbouillé, ça Non, j'ai bien dormi. Non, en forme. Bah, cool alors. Aujourd'hui, l'objet de cet épisode se tourne autour du manga. Vous êtes tous les deux de grands amateurs de manga. Et je trouvais ça assez intéressant qu'on puisse en parler aujourd'hui puisque le manga a beaucoup évolué depuis son arrivée en France. Et également, ça a eu un impact sur les générations, sur énormément de générations en fait. Et aujourd'hui, le manga continue d'évoluer et de bousculer le monde de l'édition. On va déjà commencer par vous présenter. Aujourd'hui, Jordan, tu es chauffeur de bus. Ouais. Et du coup, raconte-nous un peu qui tu es, ce que tu as fait, ton parcours scolaire et ton parcours de vie, pourquoi pas? Ouais. Parcours scolaire, j'ai été à l'école maternelle, primaire, collège. Ok. Et lycée BEP. Après, j'ai arrêté l'école là. D'accord. Et depuis, j'ai toujours travaillé. Mais j'ai toujours été un peu curieux de plein de trucs différents, d'art différents. Donc le manga surtout, les animés, mais aussi la culture japonaise dans son intégralité. Et la musique aussi, bien la musique. Ça a été une approche aussi de la musique japonaise via les mangas. Et voilà, grand passionné de manga depuis mes 12 ans, 10 ans même. Et à ce J'étais à moment-là, 27 ans. ah bah, ça fait un moment. On dira pas que t'es vieux, mais on le pense quand même. Parce que du coup, à l'inverse, Sistoun, tu commences à devenir vieille aussi, hein. Oui, bientôt, hein. Bientôt les 25. Ouais, on en est encore loin, s'il vous plaît. Pareil pour moi, je crois que le manga, il a commencé vers l'âge de 11-12 ans. Il m'a été introduit. J'ai commencé par les shoujo de ma grande cousine. Ensuite, je suis tombée, je pense, comme plusieurs personnes de ma génération, sur les diffusions d'animés de One Piece, Black Butler, qui étaient sur Direct Star, T17. Maintenant, je sais pas si c'est encore changé de nom, C17, je crois, un truc comme ça. Aucune idée. Je regarde plus la télé. Et en fait, depuis, tout comme Jordan, je me suis passionnée pour la culture nippone et j'ai commencé à creuser avec d'autres genres de manga, la musique également, les dramas, enfin c'est vraiment n'importe quoi. C'est une passion très très un peu déroutante parfois. Et Jordan, du coup, en termes de quand tu as découvert le manga, il était déjà bien installé en France? Non, moi c'était plus comme tout le monde un Dragon Ball en animé. Après il y a eu des éditions diverses et variées de Dragon Ball en livre. Je crois que c'était Glénat déjà. Ça traînait un peu partout, on en trouvait un peu chez tout le monde. Des fois t'en trouvais un au hasard à Carrefour ou dans les espaces culturels. Et après le vrai premier manga que j'ai vraiment commencé à acheter et à suivre, c'était Kenshin le Vagabond. Oh. Donc ça date de 1997 en France, la publication. D'accord. Bon, c'était déjà quelques années après moi. Moi, j'ai une question pour toi, étant donné qu'on n'est pas de la même génération. Ouais. La meuf, tu sais, qui le souligne, quoi. Est-ce que tu as commencé à découvrir les mangas à travers les animés dans le Club Dorothée, ou est-ce que tu es vraiment tombé sur les mangas en premier, puis après, tu as découvert les animés? Non, en fait, quand c'était diffusé Club Dorothée, moi j'étais en primaire. Du coup, je lisais pas du tout encore, mais j'avais un peu pris goût à ce dessin un peu particulier, le dessin japonais. Ça se voyait pas ailleurs hein, pour nous à l'époque. Et après, des années plus tard, je me suis intéressé. C'était le début du collège, je me suis intéressé vraiment aux livres parce que, en vrai, par hasard, j'avais une copine qui en lisait beaucoup et je tombais dessus par hasard également. C'était à Super U.
Avec Kouan. Avec Kouan. Non, mais c'est par hasard. Et puis, auparavant, je lisais certains romans classiques, Harry Potter, Chair de poule, etc. Et des bandes dessinées aussi franco-belges. Beaucoup quand j'étais jeune, Astérix, Tintin, Cédric, Spirou, tout ça, j'aimais bien. Et par hasard, ouais, je suis tombé dans les rayons de Super U, sur Kenshin. Et de là, ouais, je me suis élargi dans mes connaissances et les envies de lire. Ok. Mais c'était pas populaire, quoi. Je trouvais pas ça n'importe où non plus, quoi. Ouais, parce que je me rappelle, enfin, je sais pas si t'es déjà tombé sur ces reportages qui datent des début années 90-2000, où on parlait justement de l'émergence des otaku, des personnes qui étaient fascinées par tout ce qui était univers japonais et qui étaient vraiment vues comme des parias, des personnes très weird, très bizarres. On était en mode, comment ça, tu t'habilles en gothic punk et tout. C'était assez intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant de voir la différence entre avant et aujourd'hui, tu vois. Bah, Donc, après, nous, c'est particulier. J'ai grandi à Sarcelles. Dragon Ball, tout le monde lisait Dragon Ball. Ouais. Vraiment tout le monde. Il n'y avait pas de truc, genre t'étais spécial et tout. Après, on approfondissait pas trop. Mais dans la communauté, enfin, il y avait certains amis avec qui je traînais, c'était des Asiatiques. Et eux, ils avaient déjà pas mal de collections de mangas. Donc après, je sais pas si entre eux, ils se prêtaient des trucs ou ils connaissaient. Après, c'était aussi beaucoup sur Paris où tu trouvais beaucoup de communautés manga. Ouais. Mais après, j'étais pas fan non plus au point de mettre des perruques ou des costumes, etc. Mais non, on partageait ça. J'étais pas spécialement mal vu. Après, c'était juste, voilà, on n'en parlait pas trop. Quand je suis rentré plus profondément dans l'univers, Kenshin, je pense qu'aucun de mes amis connaissait, quoi, par exemple. Mais Dragon Ball, oui, évidemment. Ok. Et aujourd'hui, ton goût pour le manga et pour la lecture en général, enfin, ton goût pour la lecture, il s'est arrêté qu'au manga ou du coup il s'est élargi aussi? C'est vraiment 90% de manga, on va dire. Et après, j'ai été vers des livres et des romans japonais, littérature japonaise. J'en ai lu quelques-uns. Et non, c'est vraiment manga, 90%. En vrai, ça m'a pas non plus donné envie de lire des romans directement à côté, quoi. J'ai toujours besoin du dessin qui va avec l'histoire. Ok. Et vous, mademoiselle? Toutes les mêmes questions ou Tout pareil. Non, aujourd'hui, est-ce que tu lis de tout ou est-ce que t'es vraiment centré sur le manga majoritairement? Alors moi, je lis de tout, mais après, c'est vrai que j'ai un affect particulier pour tout ce qui va toucher au visuel. Donc, tout ce qui va être webtoon, manga, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. J'aime vraiment beaucoup le dessin. Je dessine toujours, j'ai toujours dessiné. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours, impacté. Je sais pas quoi dire d'autre. D'accord. C'était l'intervention utile. Alors, non, je rigole. Mais oui, je rigole. Ok. Est-ce que tu consommes du webtoon? J'ai eu une période où j'en consommais beaucoup. Et là, si tu veux, je trouve que le marché webtoon, il est un peu en train de stagner, surtout au niveau des scénarios. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plus de gros trucs qui arrivent. Il y a eu Solo Leveling, donc ça, je l'ai terminé complètement. Et après, c'est tout ce qui est romance. Bon, des fois, je consomme un peu de romance. Je suis pas non plus toujours dans la violence. Mais ça tourne trop en rond au niveau des scénarios, au niveau des dessins. Aujourd'hui, je pourrais en consommer, mais un peu du mal. J'attends que le marché il émerge un peu plus pour regarder de temps en temps dedans, quoi. Ok. Et est-ce que vous êtes du genre, puisque vous connaissez tous les deux les webtoons, à lire des webtoons papier? Enfin, issus, du coup, ce qui s'appellerait du coup plus un roman graphique, mais tiré d'un webtoon? Alors moi, personnellement, non, parce que il y avait l'or Olympus que j'avais très envie d'acheter, puis j'ai vu le prix, j'ai dit on va rester sur internet, parce que 30 € un volume, je préfère rester avec mon petit manga, tu vois. Mais après, je peux comprendre, il est magnifique le livre. Donc non, personnellement non. Est-ce que toi tu t'es acheté des Solo Leveling? Non, pas. J'aimerais bien plus tard, mais il y a tellement de mangas achetés avant que j'ai tout lu sur le téléphone, donc. Mais oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est pas le même format papier, c'est vraiment fait pour le téléphone, quoi. Même dans le découpage
des cases, etc. C'est fait pour le téléphone. Ouais, tu le Après, retiens. c'est plus, je pense d'avoir dans sa bibliothèque, c'est plus un objet collector qui va avec la série qu'un truc à consommer comme ça, quoi. Moi, j'aurais une question pour toi. Toi, tu as vu l'émergence du manga arriver en France et ça a Ouais. inspiré pas mal de personnes chez nous aussi. Et Ouais. aujourd'hui, il y a des personnes en fait qui se mettent à dessiner des mangas, à écrire des mangas également. Je pense notamment à Pink Diary, à Dreamland et à Ouais. Radiant. Radiant qui a même eu son animé adapté au Japon, ce qui est quand même un truc de ouf, je trouve. Toi, tu penses quoi de ça? J'ai un peu de mal avec le concept de manga français parce que si tu veux, le manga c'est vraiment une culture à part. Le Japon, c'est vraiment une culture à part, une culture de travail différente de nous. Je trouve nous on a un truc différent. Après, c'est très critique, hein, c'est mes goûts. Mais faire du manga comme les Japonais, je sais pas, Radiant, c'est super, hein, par contre. J'ai bien aimé. Mais je sais pas, je trouve on devrait plus adapter un genre à nous qui nous est propre que d'essayer de faire comme eux, quoi. Donc après, il y a eu des trucs qui ont marché, mais je pense pas que le marché français, il aura plus de facilité, par exemple, le marché français à se mettre au webtoon qu'à faire des mangas. Tu vois. Ouais. C'est mon avis. Non, mais c'est intéressant. Le marché français qui est très fermé aussi à l'idée du webtoon. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, C'est ouais. comme tout, En hein. tout cas, c'est ce que j'en ressens dans les maisons d'édition. Ils sont assez fermés, à part évidemment chez L'Oré Olympus où ça a été Hugo Publishing. oui, Hugo Publishing, Hugo BD plus précisément, qui a pas été fermé à l'idée de. Enfin, ils étaient super partants pour L'Oré Olympus parce que ça a été un succès de fou. Mais le faire pour un genre, enfin pour des auteurs qui sont moins connus, en tout cas, ils sont beaucoup plus froids. Après, le webtoon, c'est vraiment particulier. Bah, c'est né en Corée, je crois. C'est même les Japonais, ils ont un petit peu de mal encore avec les webtoons. Ils consomment aussi, mais c'est pas développé comme en Corée. C'est vraiment un truc particulier qui va à la technologie et qui touche une autre génération, je pense. Même si tout le monde peut en consommer. Mais webtoon, ouais, c'est vraiment un système. Déjà, même pour l'illustrateur, c'est pas le même rythme. Ouais. En plus, c'est du dessin sur tablette la plupart du temps. Personne dessine sur feuille pour faire du webtoon. Et ouais, c'est un autre format. Donc, je pense que ça viendra pas des éditeurs en livre, mais ça viendra plus peut-être un jour un label ou une édition française. Déjà, il y en a pas mal quand même qui va développer ça en France. Mais je pense qu'en France, c'est déjà bien installé au niveau des applications mobiles, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Mais je pense, un label d'édition qui reprendrait vraiment sur format téléphone, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense. Pour les traductions, l'adaptation et surtout tout ce qui est publicité, accompagnement, etc. Je pense que aujourd'hui, le marché est assez mûr en France pour que même, pourquoi pas des grandes maisons d'édition de manga, par exemple, ils pourraient très bien sortir leur appli et leurs éditions vraiment webtoon, quoi. Mais c'est un truc particulier, ça n'a jamais existé avant. C'est un modèle économique différent. Après, Ouais. c'est ça que je pense qui fait peur parce que. Après, ça va être des systèmes d'abonnement. Aujourd'hui, il y a plein de webtoons qui sont gratuits en plus. Et il faut payer des chapitres des fois pour lire en avance. Mais ouais, c'est un modèle très très spécial et c'est pour les artistes aussi, c'est très précaire, hein, comme Ah oui. comme métier de franchement, webtoon. les auteurs de webtoon sont très mal rémunérés. Ouais. Il y en a très très peu. Hein. Je crois qu'il y en a quasi pas qui vivent de leur activité. Hein. Ouais, bah faut vraiment un rythme encore pire que le manga sur le webtoon. Ouais, je pense. Parce qu'il y a la coloration aussi. Ouais. Mais après, au Japon, ils ont en quelque sorte aussi ce petit système-là parce que One Punch Man, par exemple, tout a commencé sur Internet. De base, One Punch Man, c'était pas dans le Shonen Jump ou quoi. C'était vraiment un type qui a dit je veux faire mes trucs. Et c'était moche. Les premières planches de One Punch Man, elles sont pas très belles. Hein. Donc, en soi, ils ont aussi leur forme de webtoon à eux qui est peut-être juste différente, je dirais. Bah, ça se développe aujourd'hui, mais c'est plus le format scan de page. Pour moi, c'est vraiment différent le scan et le webtoon. Là, ils développent, par exemple, pour le Jump, maintenant, ils ont une appli dédiée, mais c'est vraiment le découpage manga, quoi. C'est pas du tout le découpage webtoon. Ouais. Donc, c'est plus cette consommation-là, quoi. Et du coup, moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous savez quand le manga est arrivé concrètement en France et avec quel ref?
J'étais pas née. Jordan. Elle n'était pas née. Le manga papier, ça a été publié, je crois, dans les années 80, dans des magazines qui montraient de la BD, en général BD américaine, BD franco-belge, Mhm. et ils avaient commencé à montrer des pages de manga. Après, ça s'est vraiment installé, comme tout le monde le dit, encore une fois, avec le Club Dorothée, Mhm. qui a vraiment popularisé le genre. Il y avait toujours un marché de niche, mais après, ça s'est développé Club Dorothée et Akira aussi, le film qui a vraiment mis un gros coup sur tout le monde. Et ça s'est doucement installé. Et c'est vrai que c'était une époque où la BD franco-belge était en train de vieillir. Ils avaient du mal à plaire aux plus jeunes, à être à la mode. Vraiment, quand ça a vraiment bien marché, c'était début 2000. Ouais. Début 2000, où vraiment il y avait les maisons d'édition qui sont arrivées, Pika Édition, Glénat, ils sont vraiment développés sur le manga. Et il y a eu des premiers shoujo qui sont arrivés aussi. Et ouais, je pense que c'est vraiment début 2000 qu'on peut dire que c'était le début de l'âge d'or du manga. Autre chose à ajouter, madame? Non, je suis d'accord. Hein, De toute façon, t'étais pas née, donc t'as rien à dire, tu n'étais pas là. Et du coup, selon vous, quel a été l'impact de cette culture otaku depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui? Comme tu veux. L'impact, après, c'est la culture japonaise qui s'est installée en France, qui a beaucoup d'influence, surtout aujourd'hui, sur les vêtements, sur le cinéma, sur la musique, dans certains livres, dans la nourriture aussi. Ouais. On consomme beaucoup de nourriture japonaise. Non, je pense que ça a été un bon mariage, la culture japonaise en France. Et c'est vrai que ça arrivait, d'abord dessin animé, après manga. Et surtout qu'en plus, aujourd'hui, je sais pas si on est encore le deuxième pays qui consomme le plus de manga juste après le Japon. Je crois que si, parce que je t'en parlais hier. Je crois que si. Ouais, on est pas loin des États-Unis, mais peut-être ça dépend des années. Mais ça a vraiment une grosse influence en France. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de Français maintenant qui ont imité ce style de dessin, un peu manga, un peu rond. Et ouais, je pense que ça a une grosse influence sur même la pop culture, sur ce qu'on consomme aujourd'hui. Et j'avais une question qui je trouve est très intéressante, mais ça c'est que dans ma tête. Vous êtes tous les deux allés au Japon. Est-ce que vous diriez que en France on a entre guillemets une vision bien particulière du Japon, ou est-ce que ce qu'on en pense et la culture qu'on s'en fait, enfin l'idée de la culture pardon, est déformée ici, ou est-ce que c'est plutôt proche de la réalité? Ça va dépendre dans quel aspect. Moi, par exemple, tu vois, je pensais grave qu'au Japon, je verrais que des Japonais. C'était dans ma tête, c'était ça. Avant, je verrais vraiment que des Japonais. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait pas que des Japonais. Il y a une grande diversité. Ouais, la diversité commence à se faire de plus en plus. Il y avait même des personnes, il y avait des personnes noires, il y avait beaucoup d'Indiens. Il y a énormément d'Indiens au Japon. D'accord, je savais pas. Une de mes profs, parce que j'ai pris quelques petits cours de japonais là-bas, qui était d'origine, elle était pas du tout japonaise, elle venait d'Asie du Sud, mais elle était métissée. Et ça nous avait surpris parce qu'elle parlait pas un mot d'anglais en fait. Voilà, elle était américano quelque chose. Indonésienne, Américano-indonésienne peut-être, ouais. Et elle parlait pas du tout l'anglais, elle parlait que le japonais. Donc il y a vraiment ça qui m'a un petit peu c'était une bonne surprise quoi. Après au niveau de la culture du manga là-bas, à part à Harajuku où il y a vraiment beaucoup de trucs, les gens ils sont pas aussi gaga que nous, je trouve. D'accord. En vrai de vrai. Ouais. Il n'y a pas cette folie ou cet amour pour le manga. Après, pour eux, c'est quelque chose de normal. C'est comme si tu venais de l'étranger et tu pensais que tout le monde dans la rue lisait Astérix et... Ouais, ok, d'accord, c'est vrai. Et après, même si ça a une place pour nous ici, c'est pas non plus tous les jours. Mais après, une consommation. Par contre, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que, par exemple, ils vont te faire une œuvre. Bon, on va dire, One Piece, c'est un exemple parce que c'est la plus grosse œuvre. Mais ils vont avoir des restaurants One Piece, des trains One Piece, ah ouais des chaussettes One Piece. Il est ouf, hein. Tout One Piece.
Mais c'est pas pour ça que les gens s'habillent entièrement en One Piece non plus. Il y en a, mais il y a tout. Et par contre, ce qui est surprenant, et s'il commence à arriver aussi en France depuis quelques années, c'est quoi? Ils le mettent partout, le manga, en fait. Un petit peu partout, tu vois. Ouais. Tu vas avoir au journal de One Piece, tu vas avoir, par exemple, au JO qu'ils avaient fait là-bas, la mascotte, c'était Sangoku. Tu sais, ils vont le placer un peu partout, dans toute la culture. Après, eux, ils ont aussi ce style, ce qu'on appelait avant kawaii, où ils vont tout un peu rendre mignon. Et ça fait très manga pour nous, mais ça fait partie de leur truc. Par exemple, chaque région, elle a sa mascotte. Très kawaii, tu vois. Je savais pas. Ok. Comme si, même certaines villes, même certaines professions, la police, ils ont leur mascotte. Les éboueurs, ils ont leur mascotte, tu vois. Waouh. Il y a tout plein de trucs comme ça. Même certaines plaques d'égout, c'est des dessins de manga, tu vois. Il y a des... Ah, mais c'est stylé. Ouais. Et moi, il y a un truc aussi, toi, je sais pas si tu as eu l'occasion d'échanger avec des locaux, tu vois, mais moi, je sais qu'à travers les mangas et les animés, j'ai pu adopter certains codes que je connaissais de la culture japonaise, et ça les choquait, en fait, que je connaissais ces codes-là. Là où j'étais hébergée chez la petite dame, elle m'a dit, mais tu connais, par exemple, tu sais, Itekimasu, Iterashai, genre je suis arrivée, enfin je pars, je reviens et tout. Ça, ou Itadakimasu, des trucs comme ça, elle était assez choquée. Elle a dit que c'était pas forcément tout le monde qui avait ce truc-là. Donc, dans un sens, ça nous éduque aussi et nous prépare. Si tu as envie d'aller là-bas, tu peux choper quelques codes. Et je trouve que c'est quand même relativement important parce que là-bas, c'est un pays où il faut quand même respecter pas mal de choses, tu vois. Oui. Ouais, après, ça dépend des œuvres, je pense qu'on regarde. Aujourd'hui, quelqu'un qui regarde Dragon Ball et One Piece, il aura peut-être pas non plus non, mais le la même vision. Tu l'as, tu vois. Oui, tu l'as, mais quand tu regardes plus des mangas tranches de vie, parce que c'est ça aussi qu'ils ont de particulier, c'est qu'il y a vraiment des genres qui existent pas trop dans la BD française, tu vois. Le truc tranche de vie. Oui, c'est vrai. C'est la vie des gens, quoi, qui ont des petits soucis, ils font des petits trucs, mais ça nous permet de découvrir comment ça se passe là-bas, même dans les films ou dans certains livres japonais. Et ouais, quand on lit pas mal d'œuvres comme ça, c'est vrai que ça nous donne une vision pas trop truquée. En fait, quand t'arrives là-bas, c'est le truc que tu disais tout à l'heure, c'est tu te dis, est-ce qu'ils regardent tous des mangas? Non. Mais par contre, ils vivent tous un peu comme dans un manga, quoi. Ouais. D'accord. Et en fait, ils sont tous les personnages principaux de leur vie. C'est les stars qui pensaient. T'étais en train de parler des tranches de vie, et je sais pas si tu penses, si tu vas rejoindre mon idée ou pas, mais moi je trouve que c'est super intéressant parce que tu sais, c'est un pays relativement conservateur, en vrai de vrai, le Japon, et pourtant à travers leurs mangas, tu peux trouver de tout. Je trouve qu'il y a moins de tabous même que peut-être ici. Tu trouves vraiment de tout. Tu veux trouver des mangas, les yaoi, tu vois, LGBTQ+, voilà. Il y en a beaucoup. Les yaoi, c'est un vrai genre. Les yuri, pareil, c'est pour ces versions femmes, lesbiennes, du coup. Ouais. T'as même des mangas qui traitent des dieux. Il y a un manga où il y a Jésus qui rencontre Bouddha. Moi, je trouve que c'est ouf, tu vois. Il y a vraiment pas de tabou, je trouve. Et c'est vraiment très paradoxal parce que leur pays, il est super conservateur, mais ils hésitent pas à aborder plusieurs idées, plusieurs questions. Et je trouve qu'ici, en France, on le fait peut-être pas forcément assez. Ouais, certaines œuvres, en plus, quand je regarde un peu d'un point de vue politique, elles ont certains messages qui vont à contrario de la politique du pays aussi. Tu regardes bêtement One Piece, c'est un truc pour la liberté, l'égalité de toutes les espèces humaines. C'est un peu bateau, mais bon, c'est des messages qui transmettent. Même des mangas, des shoujo, c'était des premiers qui dénonçaient un peu certains trucs féministes, tu vois. Ouais. La différence homme-femme, les droits des femmes, etc. Ils en parlent quand même, alors que c'est un pays très, très conservateur et très en retard sur plein de sujets aussi, comme les LGBT. Bon, ça se passe mieux maintenant là-bas, mais il y a une époque où c'était compliqué. Ouais, très compliqué. Et pareil, pour les droits des femmes, c'est toujours un peu compliqué, quoi, là-bas. Même quand t'étais métisse, moi je me rappelle qu'il y avait... T'as connu Inuyasha, j'imagine? Ouais. T'as vu Inuyasha, c'était un On You. Si vous avez pas vu, allez regarder, sinon ça va vous spoil. Ouais. Et du coup, il y avait un épisode où Inuyasha, genre, on voyait son passé avec sa maman, il se faisait genre jeter des cailloux par tout le monde et tout. Et c'est un truc en fait qui arrive chez eux là-bas quand t'es métisse. Et toi, t'as pas forcément t'y penses pas forcément parce que t'es habitué à ça, tu vois. Et quand tu connais le contexte après,
socio-culturel qui est là-bas, tu te dis, ah ouais, quand même. Genre, il dénonce et c'est vraiment très, très intéressant. Lisez des Ouais. mangas. Ouais, il dénonce beaucoup le racisme, le harcèlement aussi. Le harcèlement scolaire, c'est beaucoup dénoncé dans les mangas. Ouais. Et ouais, l'acceptation de l'autre, la différence de l'autre, ça revient souvent dans certaines œuvres. La loi de Wiki, ça parlait déjà de recyclage. Bon, là, on est un petit peu, c'est compliqué, mais ils en parlaient déjà, tu vois. Je ne savais pas tout ça, vous m'apprenez plein de choses. Non, mais il y a beaucoup d'œuvres différentes. Il y a même X de Clamp qui date des années 90, où en gros, c'est soit tous les humains meurent, mais la planète Terre elle est mieux. Ah Ou soit les humains survivent, mais la planète, voilà quoi, elle galère. Lourd l'ambiance. Ouais. Et j'avais aussi une question, c'était par rapport à l'évolution du prix du manga. Est-ce qu'à l'époque, le manga était aussi, je dis aussi cher? Non. Non, ça n'a pas bougé. Hein. Ah si, ça a augmenté. Hein. Ça a augmenté, mais je veux dire, par rapport au prix de la vie, ouais, ça a un petit peu augmenté avec le prix du papier, etc. Mais je crois qu'à l'époque, c'était équivalent de 5 euros. 5,95. C'est resté longtemps à 6,80, je crois. Là, c'est vrai que c'est un petit peu 7 euros. Ça dépend des formats. Et on a même, voilà, je sais pas, je vais peut-être vous faire réagir. Pardon, le manga de Inoxtag qui coûte 11 euros. Pour ouais, vous, c'est des formats énorme. spéciaux. Pour moi, c'est trop pour. Enfin, je l'ai pas lu, mais. Ouais, mais c'est pas la même trame, c'est des trucs plus gros. Avoir la pagination et le format. En fait. Ouais, ça existait aussi en manga des éditions spéciales. La Perfect Edition de Dragon Ball, elle est presque à 20 euros aussi, tu vois. Ouais, mais après, on parle de Dragon Ball, tu vois, c'est un manga qui est quand même iconique. Oui. Moi, personnellement, je l'ai pas encore lu, le livre, je sais pas ce qu'il vaut, tu vois, mais tu peux pas comparer. Oui, bien sûr. Après, en matière, quoi. Oui, voilà. En matière, c'est les mêmes coûts, mais. Parce que tu vois, même il me semble que même. Moi, j'ai à la maison Dororo parce que j'aime beaucoup Dororo et c'est Osamu Tezuka, donc c'est quand même quelqu'un de relativement gros, tu vois. Ouais. J'ai le gros volume, enfin les 2 gros volumes, je m'en suis pas attirée pour énormément, tu vois. Ouais, c'est vrai que mais on peut se faire une collection pour pas grand-chose. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le marché de l'occasion du manga, il s'est beaucoup développé ces derniers temps. Oui, c'est ça. Et un manga occasion, c'est beaucoup plus cher qu'un roman d'occasion, par contre. C'est vrai? Ouais. Oh, purée. Parce que t'as la valeur, tu sais, avec le temps. Oui, c'est normal. Mais je vois que là, je suis en train de regarder celui d'Inoxtag, tu vois, il est grand, il fait un 14 par 20. Ouais. 21 même. C'est assez grand. C'est presque c'est un semi-poche, voire entre le semi-poche et le grand format, si tu veux, donc, et 216 pages. Je sais pas combien ça, en pagination, un manga, en général, c'est combien? Est-ce que tu peux me regarder le format? Parce que moi, je suis une très grande fan de Full Metal Alchemist. Est-ce qu'on peut confirmer avec Full Metal Alchemist? Parce qu'ils ont sorti la dernière édition, tu vois, et c'est aussi très grand. Ok. C'est pour ça que moi, on disait tout à l'heure le manga français. J'ai un peu de mal parce qu'ils le sortent pas vraiment en manga, tu vois. Le format et tout, c'est la publication, c'est pas les mêmes. Au Japon, en fait, quand ils publient chapitre par chapitre dans des magazines hebdomadaires. Et après, ils en font un manga dans le format qu'on connaît nous. Ouais, c'est ça, tu vois, Full Metal Alchemist en perfect 12,95, mais Full Metal Alchemist, c'est un manga, ça fait plus de 20 ans, il existe. Elle a la haine. Mais non, 11,95 ici, non, je refuse. Oui, mais il fait combien faut voir aussi, parce que moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est le prix par rapport à, mais c'est le fait, par rapport au fait qu'il soit nouveau sur, c'est Inoxtag. Oui, c'est ça. Parce que c'est pour moi, après, il a sa communauté. Oui, c'est ça, c'est surtout la communauté parce que, désolé, peut-être je vais me prendre plein de bâches et tout, mais il a rien prouvé pour l'instant. Oui, après, de toute façon, c'est le marché du livre en général et des youtubeurs et des influenceurs, c'est comme ça. Mais ça fait vivre ça me fait mal ça pour fait ma vivre petite les éditions. Hiromu, en fait. Ma petite Michel Lafon, à mon avis, ils sont très contents. Hein. Bah oui, ça fait vivre les éditions. Ça fait peut-être s'il y a des gens qui s'intéressaient pas du tout au manga, qui vont aller regarder son œuvre. Faut être positif. Il y a pas marqué, je ne sais pas pourquoi, le format. Fiche technique. Waouh, mais en fait, mon ordinateur, il va mourir, c'est pour ça. On va éviter. Il n'y a pas... caractéristiques techniques, il est là. 284 pages, donc t'en as même plus. Ouais. Et c'est un grand format, il y a marqué. C'est un grand format, il y en a. Full Metal Alchemist, c'est sûr, mais... Donc voilà.
Est-ce que t'avais une autre question? Est-ce que tu as un genre de manga de prédilection ou un manga préféré que tu pourrais peut-être présenter Genre de prédilection, moi j'ai évolué avec l'âge. Au début, tu lis des shonen, des shoujo. Après, maintenant je lis toujours des shonen, mais c'est plus des seinen des fois. Ouais. Et des fois. Des seinen. C'est pour adultes, quoi. Ok. Ça touche de sujets plus profonds. J'ai du mal avec ces catégories, moi. Je préfère plus les classer comme la littérature, tu vois. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu plus. Il y a des sujets, tu vois, qu'on va pas forcément traiter de la même manière dans un shonen que dans un seinen, tu vois. Ça va être plus léger dans un shonen. Voilà, c'est pour ça que je me permets de dire pour adultes. Mais t'as des shonen qui évoluent plus dans des trucs un peu adultes quand même, quoi. C'est vrai. Par exemple, dans Full Metal, il y a un génocide. Ça a l'air génial. Il y a une fusion petite fille chien aussi. Ouais, très génial. Edouard. Non, pour les œuvres, moi je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec Kenshin le Vagabond, la vraie collection. C'était vraiment bien parce que ça parlait du Japon féodal en l'ère Edo. Okay. Donc c'est l'histoire d'un samouraï repenti. Donc Kenshin, il devient vagabond. Donc il a plus son titre de samouraï et en fait il erre dans le Japon d'après-guerre. Il a toute une aventure comme ça où il rencontre des amis. Après c'est très classique, mais sur le dessin c'était très très moderne par rapport à l'époque. Et en plus c'est une œuvre, je l'ai appris plus tard, qui a été tirée d'une autre œuvre. En fait c'est une adaptation d'un autre dessinateur qui l'a fait en plus moderne, quoi. Et c'était vraiment bien. Après en shoujo à l'époque, maintenant il y a mieux, hein. Il y avait Fruit Basket. Oui. Ah, j'aimais bien après, ça. Après ils ont refait l'animé je crois quelques années. Quand je relis maintenant c'est un peu gnangnan, mais bon. Laissez-moi. Quand on était adolescent, on aimait bien. Moi, je trouve même qu'il y a certains trucs qui sont un petit peu problématiques. Genre, toutes les héroïnes, à chaque fois, toutes les personnes sur lesquelles je prenais exemple, c'était des meufs. Genre, le gars, il voulait pas d'elle, il était super toxique, mais c'était en mode, je le ferai changer, il sera avec moi, et je donne. Non, mais en vrai, il y avait déjà justement ce que je parlais, il y avait déjà ce truc de femmes un peu toxiques, de mecs toxiques, de gars violents. Ouais. Tu vois, ils en parlaient déjà, et Fruit Basket, c'est fin 2000, quoi. C'est vieux. Après, One Piece, pas faire l'affront d'en parler. J'avais regardé aussi un truc qui aurait été problématique aujourd'hui, mais avant j'avais pas autant de trucs, c'était Love Hina. Oui, je connais pas. C'est les mangas harem. On voit tout le temps des tétés. Enfin, voilà, on le voit pas vraiment, mais. Non, c'est les mangas harem, ça existe toujours aujourd'hui. C'est où t'as le garçon, en fait, il arrive dans un endroit et toutes les filles, au fur et à mesure, elles ont une romance avec lui. Ouais. Et elles sont toutes amoureuses de lui à la fin, et lui il choisit une. Des schémas assez classiques, mais pour un adolescent, je pense que c'est bien. T'as vu la meuf avec laquelle il va terminer, tout le temps il la touche sans faire exprès. À chaque fois, il y a un accident qui fait que soit main dans les fesses, main dans les tétés, j'ai avant c'était très problématique. Maintenant il y a toujours ce genre, ils prennent un peu plus de pincettes, sont adaptés quand même, mais après pour l'époque, oui. Ne jugez pas. J'avais 16 ans. Je l'ai lu aussi, mais je n'avais pas 16 ans. Mais les dessins étaient sympas. Les dessins, moi j'étais une femme, quoi, donc ouais. Cool. Ouais. J'étais pas awake, on va dire. Ouais. Après, en termes de dessin, il y avait un groupe de mangaka qui s'appelle Clamp. Je crois qu'elles sont 5, si je dis pas de bêtises. Et le premier manga qu'elles ont fait, c'est Cardcaptor Sakura. Enfin non, c'est pas le premier. Le truc le plus populaire qu'elles ont fait, c'est Cardcaptor Sakura. Ouais. C'est comme ça que je me suis renseigné parce que l'histoire de Cardcaptor Sakura, c'était assez enfantin quand même, mais c'était beau. Et du coup, j'ai été vers un manga qu'elles avaient fait, ça s'appelle Chobits. Je connais pas du tout. Donc, elle a des petites oreilles de. Ouais, en fait, c'est l'histoire d'une androïde. Comment t'écris ça? C'est avec un C-H-O-B-I-T-S. Ouais, j'ai déjà vu Et les dessins, ils sont vraiment. Ouais, moi j'adore. Leur style. C'est joli, oui. Ouais, j'adore leur style. Ça, c'est sorti en 2002 en France. Donc, pareil, pour 2002, c'était. Ce style-là, il était incroyable. On parlait déjà de robots et de sentiments humains, c'est fou. Ouais. Et c'est un genre de Pinocchio avec un robot. Ah ouais? Non, c'est une fille. C'est une époque où il y a des robots de compagnie, on va dire, qui sont humains. Et en fait, il y a le héros, il trouve Chi, c'est l'héroïne avec lui, dans une poubelle, quoi. Et lui, il la reprend. Et il croit que c'est une fille au début, une vraie fille. Du coup, il l'aide. Et après, il se rend compte que c'est un robot, il la ramène chez lui. Et
et de passer les détails de comment il l'allume. Il l'allume. Attends, Ça lui dit non. quelque chose. Non, Et du coup, ne dis pas de ce dont tu te souviens, merci. Non, et du coup, bon, après, ça, au début, c'est compliqué, mais et après, il y a une petite romance qui se crée entre eux, et au fur et à mesure, ils découvrent qu'en fait, c'est pas juste une simple Android, c'est plus, il y a une histoire, une romance, etc. Mais les dessins sont magnifiques. Mais par contre, les histoires de Clamp, à chaque fois, c'est waouh, c'est technique. C'est perché. Elles vont loin, ouais. Elles vont loin. Et elles avaient fait aussi X de Clamp, que je parlais tout à l'heure. Mais ça, j'ai pas lu, j'ai vu en animé. C'est un manga très écologique, D'accord. mais qui vont un peu dans le terrorisme, écoterrorisme, etc. Et pareil, c'est technique, il y a plein de personnages, tout ça. Et le dernier manga qu'elles avaient fait, c'était Tsubasa Chronicle, oui. où elles vont dans... Ils reprennent un peu de tous les personnages qu'ils avaient fait avant. Du coup, il y a Sakura dedans, mais c'est juste le personnage, c'est pas la vraie Sakura de l'autre manga. Okay. Et en fait, ils voyagent dans des univers différents, un peu à la Sliders. Je sais pas si vous avez la ref. Pas du tout. Code Quantum, Sliders. On est trop jeunes. Vieux. Non, mais bref, ils cherchent je crois qu'ils cherchent des plumes et pour refaire le personnage, et en fait, ils voyagent d'univers en univers. Il me semble qu'il y a de très jolies OST. Ouais, magnifique. Ce que je me rappelle et de ça, c'est surtout Chobits aussi. Les musiques. Chobits, il y avait une musique que j'écoutais beaucoup, c'est Let Me Be With You. Et ça, ouais, j'aime bien. Écoutez-la. Non, et ça, ouais, le style de Clamp, c'était particulier, j'aimais bien. Et après Naruto. Après, si plus récemment, j'avais Kingdom, j'avais bien aimé. Kingdom, c'était une œuvre très très populaire au Japon. Et en fait, ce qui s'est passé avec les maisons d'édition, c'est qu'à chaque fois, ils voulaient racheter l'œuvre, mais il y avait trop de volumes déjà sortis. Et en fait, c'est en France, Méan. Ils venaient de créer leur maison d'édition et ils ont sorti Kingdom en abonnement, en fait. Okay. Tu payais un abonnement tous les mois et tu recevais 3 ou 4 mangas par mois. Et après, ça avait des grosses boîtes de mangas pour rattraper les volumes. Parce que là, c'est 70 volumes en cours, Kingdom. D'accord. Ouais, c'est énorme. ouais, c'est très très gros. Et c'est un manga, si tu veux, qui parle des guerres qu'il y a eu pour unifier la Chine. Et c'est un manga qui est bien dessiné pour représenter la guerre et les stratégies de guerre. Mais c'est super violent. Hein. Ah, mais okay. En fait, tu ressens, quand tu lis le manga, tu ressens vraiment le truc de la guerre, quoi. Tu peux mourir à tout moment. Les stratégies un peu qu'ils utilisaient à l'époque, il n'y avait pas d'armes à feu. Et non, c'est incroyable. Franchement, c'est une œuvre incroyable. Et après, récemment, Chainsaw Man, parce que c'est populaire, ça. Je connais pas du tout. Mais je suis pas une très grande consommatrice de manga. C'est le même auteur du livre que je t'avais prêté, à Dueri. Oui, bah ça j'ai bien aimé. Donc c'est des auteurs aujourd'hui qui sont très influencés par le cinéma américain et européen aussi. Et ils ont beaucoup de références. On avait déjà beaucoup dans Dragon Ball, les gens avec Akira Toriyama, ils faisaient beaucoup de références. Et ils font beaucoup de références au film, à la pop culture. Et c'est un manga qui a repris un peu tous les codes, mais en faisant un truc très moderne et très particulier. Ouais, c'est très déconstruit. Hein. Ouais. C'est très très déconstruit. Et c'est violent, après c'est sombre. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Et c'est pour ça c'est un shonen. Tu le considérais comme un shonen ou un seinen? Je sais pas parce qu'il y a quand même certains trucs, tu vois, qui sont en fait ils masquent pas. Là, il y a plus de censure et j'ai même l'impression que dans les mangas récents, on se gêne plus, tu sais, à tuer certains personnages, à te montrer certains trucs assez ça existait déjà avant. Mais moi après c'est peut-être parce que j'en avais pas forcément c'était conscience, moins populaire. Ouais. C'était moins populaire aussi peut-être, mais moi je trouve vraiment qu'il y a eu une arrivée de personnages où ils crèvent tous, tu peux t'attacher à plus personne. Mais lis Berserk. Mais je sais que Berserk sa vie, franchement, c'est terrible ce qui se passe. Je peux spoil. Pas trop loin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui découvrent Berserk. Et justement, parce que, comme tu disais, Chainsaw Man, Berserk, ça a toujours été populaire, mais pour les fans du manga, tu vois, c'est pas populaire comme One Piece, Naruto. Ouais, mais les ventes, elles ont vachement explosé depuis l'année dernière. Il est mort. Le gars est mort déjà. Donc, non, mais même. Non, mais c'est vrai, mais... Les gens, en fait, sont intéressés aux mangas récents. Et même via Naruto, via One Piece, certains ont creusé plus loin dans des œuvres pas plus profondes, parce que c'est très bien Naruto, One Piece, mais plus sous-genre. Et du coup,
en vrai, ça fait bizarre de dire ça pour un fan de manga. Je pense que Chainsaw Man a aidé un peu Berserk à ressortir aujourd'hui, quoi. Ouais, tu penses. Ouais. Parce que les gens, ils sont plus, les gens qui lisent des mangas aujourd'hui, bah, c'est beaucoup d'adultes. Même des jeunes, comme vous lisiez ados. Maintenant, vous êtes plus adultes, vous êtes prêts à lire des œuvres un peu plus sombres. Et du coup, ouais, je pense que ça va dans le sens de votre génération. Ouais, c'est clair. Mais même les plus jeunes aujourd'hui lisent plus aussi de mangas. Enfin, c'est plus développé, je trouve. Ouais. Il y a des c'est mangas parce pour qu'il y a enfants. déjà il y a les mangas pour enfants. Ouais. Et on est aussi, moi je suis pas encore maman, tu vois, mais il y a aussi la génération des parents qui font découvrir les mangas à leurs enfants. Ouais. Mais on est tata. on est tata. Ouais. On est tata. Et moi, t'as vu l'opening de Dan Dan Dan? Ouais. Mon petit neveu, il danse dessus. Il est comme ça. Ouh, il aime trop. Il est bien. Ouais, il est trop trop bien Dan Dan Dan. Donc ouais, je pense que c'est pour ça aussi. Après, on va pas se mentir, il y a aussi maintenant beaucoup de, enfin il y a la Japan Expo aussi. Bien sûr. La Japan Expo qui ça a augmenté et tout, tu vois. Non, mais c'est un peu cher. Je peux vous raconter ma vie à la Japan Expo. Allez. Non, mais après, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, toi. En tant que personne qui a été en cours de route. En cours de route. Ouais, bah. Sacré papa et maman. Vous auriez pu travailler plus tôt, hein. Mais du coup, ouais, il y a aussi la Japan Expo où c'est aussi une sortie à faire avec tes enfants, en vrai, tu vois. Ouais. Ou avec tes neveux, nièces, peu importe, parce que t'as pas que du manga, t'as aussi de la culture japonaise qui est là, donc tu peux leur faire goûter des plats, faire participer à certaines activités, jouer à des jeux vidéo, parce qu'il y a aussi des jeux vidéo, il y a aussi des jeux de société, t'as plein de trucs à la Japan Expo, ce qui permet aussi de sensibiliser peut-être les jeunes aux livres, parce qu'ils vont voir, je sais pas, on va passer devant un stand, ils vont voir un joli livre, ils vont dire, ah, ça m'intéresse, est-ce que je peux l'avoir? Des fois, ils vont pas le lire. Des fois, ils vont bien. Ça va dépendre. C'est ce que j'ai fait avec Inès quand on était plus jeune. Et ben voilà. Et de quoi? J'ai fait quoi? Et maintenant, elle est dans l'édition. Voilà. Bravo. Félicitations à nous. Non, mais c'est vrai, Japan Expo, moi, la première que j'ai fait, c'était 2004, je crois. Oh, c'était la 4e édition, ouais. Il a pas payé le billet d'entrée, je suis sûre. On avait 4 ans. C'était pas aussi cher. Non, c'était à la Défense. C'était au CNIT de la Défense, je crois. Oh la vache. Ça faisait très parking, l'endroit où c'était. Oula. Mais bon, après, c'est vieux, maintenant, j'ai du mal à me souvenir de tout. Mais c'est vrai que c'est la première fois, par contre, que moi je lisais des mangas de mon côté avec certains amis, mais c'était vraiment très fermé. Et c'était les prémices, il y avait Internet, mais c'était les prémices des forums, AIM, MSN, tout ça. Je sais pas si vous avez la ref. MSN, on connaît. MSN, voilà. Et Wiz. On va te... C'était pas, je vais te poc. Et du coup, je retrouvais tous ces gens-là, en fait, au même endroit. Et tu voyais que le truc, il avait une proportion de malade. Et après, c'était pas très grand. Hein. C'était en 2004, c'était la dernière année au CNIT. Et après, je crois que c'est à partir de 2006 qu'ils ont fait à Villepinte. Et là, avec les années, tu voyais le genre vraiment exploser, la culture japonaise vraiment exploser, parce que c'était déjà presque 100 000 personnes les premières éditions. Et les éditeurs, ils venaient sur place. Avant, il y avait plus de proximité parce que il y avait moins de monde. Ouais. T'avais les éditeurs, t'avais les acteurs de manga, les mangaka qui venaient. T'avais des chanteurs de J-pop. Mais avant, ça n'existait pas. C'est vrai. Et maintenant, des gens, ils viennent de toute la France, de toute l'Europe pour venir à la Japan. À la Japan. Et c'est, après, maintenant, il y a plein d'autres expos aussi qui se font. Et ouais, tu vois comment le truc, il a pris une proportion super rapidement, quoi. Apparemment, ils vont même faire la Japan dans d'autres pays de France. Là, c'est parti à Marseille. Dans d'autres pays de France. Oh là là. On va couper ça au montage. Marseille, ça date, hein. C'est depuis 2000. Moi, j'ai eu les pubs que là, tu vois. Marseille, apparemment, ils vont peut-être le faire aussi en Angleterre. Ça commence à s'exporter. Non, mais le pire, c'est qu'ils vont faire au Japon, surtout. Ouais, ça, c'est un truc. Ouais, ça, c'est un truc de malade. Après, la Japan Expo Japon, ça y est, ils ont tout réussi. Ouais. Par contre, moi, je déplore un truc. Franchement, avant, c'était quand même un petit peu plus sympa parce que je me rappelle quand il y avait Assassination Classroom, on avait des trucs. Je pousse mon coup de gueule parce que franchement, ça se fait pas. Je trouve qu'il y avait quand même des moyens qui étaient mis, qui étaient quand même super sympas pour te faire découvrir les trucs. Genre, je sais pas si t'étais parti à l'époque de Assassination Classroom. J'étais tous les ans depuis. Ah 2004. T'as sûrement vu, il y avait une sorte de Koro Sensei géant et tu pouvais sauter et ça faisait wouh. Ouais. Tu sautais, tu vois. Ah. Et maintenant, j'ai l'impression, enfin, tu vois, il y avait vraiment énormément de choses. Et je trouve que plus le temps passe, plus on se fait un petit peu carotte. C'est comme Disney. Cette année, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses cette année, en tout cas. Le problème de ce truc, c'est que c'est trop populaire. Il y a trop de monde et ils peuvent pas.
adapté. En plus, ouais, ils font le plus grand possible. Mais après, si tu vas le jeudi et le vendredi, t'auras quand même moins de monde. Et il y a quand même des activités pour mettre des mangas en avant. Mais Non, mais je parle pas forcément par rapport au fait que les mangas soient mis en avant. Je parle vraiment je parle vraiment d'animation. d'animation, ouais. Parce que tu ouais, vois, c'est enfin, moi, je sais que la dernière fois que j'étais allée, j'avais quand même eu des trucs sympas. J'avais rencontré des Japonais, on avait dansé et chanté, ouais. finalement comme en colo, c'était cool. Il y avait eu des chanteurs de J-pop et tout, tu vois. Mais je trouve que, enfin, par rapport au Japan Expo que j'ai pu faire quand j'étais petite, je trouve qu'on a quand même un petit peu perdu en idée d'activité. Après, c'est peut-être que moi, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'il y avait quand même plus de diversité et peut-être plus de... Je sais pas. Après, les choses, elles ont évolué. Après, t'as grandi aussi. Ouais. Après, je suis quelqu'un... Bah Peut-être oui. que t'as pas le même regard qu'avant. Je suis pas sûre qu'elle ait grandi, mais... Mais non, après ça se développe. Après, ça devient très cher, par contre. Oui. Ça commence à être vraiment cher. Ouais. Mais après, ça reste intéressant. Et mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de trucs qui se font sur Paris maintenant. Des magasins éphémères ou des expos éphémères. Avant, ça n'existait pas. Avant, t'avais tout dans la Japan Expo. Là, ils avaient fêté Naruto, je sais plus, c'était les 20 ans de Naruto, en plus. Ils avaient invité le mangaka de Naruto, et c'était vraiment en plein Paris, quoi. Avant, il serait venu à la Japan Expo, c'est tout, il serait reparti, quoi. C'est vrai. Donc ça se diversifie plus, et je pense des expos comme la Japan Expo, ils peut-être un peu plus de mal à recentrer tout le monde. Mais après, le truc, c'est, ouais, moi je trouvais qu'avant, il y avait plus de proximité. Après, c'est comme tout, comme le truc s'est développé, bah tant mieux s'il y a plus de gens. Mais maintenant, il y a moins de... Pour faire une activité, maintenant, c'est 1 heure de queue. Pour une dédicace, tu dois avoir la même chance qu'à l'heure au million. Ouais, c'est Par en connaissance de cause. J'ai pas pris mon billet. Ah. Ok. Moi, j'avais une question, mais ça avait rien à voir avec le reste. C'était, vous lisez des mangas, mais est-ce que vous lisez de la littérature aussi, d'auteurs japonais? Alors moi, j'ai lu qu'un seul livre et il est japonais, mais il est aussi britannique. Donc ça biaise. Et il a grandi en Angleterre. C'est Kenshi Kozuo qui a écrit Clara et le Soleil. C'est la seule œuvre que j'ai pu lire, je crois. Ok. Je crois, ouais. Je sais plus. Oui. Et t'as bien aimé? Oui. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'aime bien Kenshi Kazuo, je sais pas comment il s'appelait. Kazuo. Ouais, je l'aime bien, je le trouve sympathique. Ouais, j'aime bien aussi ces œuvres. Et puis c'était intéressant. Après, il y a quand même ce truc où tu ressens quand même c'est de la littérature japonaise parce que il n'y a pas forcément, tu sais, d'action à proprement parler. L'histoire, elle suit son cours, voilà. C'est comme une un fleuve spécial. Ouais, c'est un fleuve, un long fleuve. C'est très calme. Voilà. Bah, moi, j'avais lu, après c'est un best-seller en France, mais est-ce que c'est le premier Tant que le café est encore chaud? Je sais pas si vous l'avez lu, c'est de Toshikazu Kawaguchi. Je connais pas du tout. En fait, c'est très japonais aussi parce que c'est un café en fait spécial où tu t'assois à une chaise. Ouais. Et si tu prends un café à cette chaise, en fait, tu reviens dans le passé et tu peux parler à quelqu'un que t'as perdu de vue ou qui a perdu la vie dans le passé, en fait. Et il faut que ton café, il soit encore chaud. Et une fois que ton café est refroidi, il faut que tu reviennes vite dans le vrai monde. Et en fait, ça, c'est tranche de vie parce que t'as plusieurs personnages qui viennent dans ce café. Ouais. C'est pas une seule histoire fixe. C'est bien ça. L'élément qui revient, c'est le café, évidemment. Et à chaque fois, c'est quelqu'un. Et c'est très tranquille, mais en même temps, t'as une petite larme quand tu dis parce que c'est ça. Ouais, c'est triste. C'est triste. Et après, littérature japonaise, t'avais des œuvres qui sont adaptées de littérature japonaise. Je t'avais montré les light novels aussi. Oui, bien sûr. Alors à la base, c'est des romans japonais qui sont adaptés directement en animé. Ils passent pas par le manga. Le plus gros, qui est le plus connu, c'est Sword Art Online. Et après, t'en as plein d'autres. Hein. Je connais pas tout, mais c'est à Zero aussi, ReZero aussi, qui marche pas mal aujourd'hui. Et ouais, il y a même des histoires de Gundam, par exemple, en livre. Ils existent qu'en livre, roman. Et ils ont quand même ce truc qui arrive en France aussi, les light novels, ça commence à bien marcher en France. Mais c'est
c'est de la littérature particulière et c'est dur à traduire aussi le japonais Oui. parce qu'il n'y a pas tous les mots et tout. Mais maintenant il y a plein d'auteurs. Je crois que c'était celui qui a écrit Car et le soleil. Kenshi Kozuo. Ouais, lui il se développe beaucoup en Europe et aux États-Unis. Et il commence à avoir Kazuo des Ishiguro. Oh mercredi. les trucs sont durs à retenir. Excusez-nous, hein, mais c'est désolé. C'est parce qu'on parlait de Kenshin et le vagabond, c'est pour ça. Ah oui, j'ai lu aussi les délices de Tokyo. Mais faut pas lire ça le ventre vide. Ah ouais? Ouais, non. Ça donne faim. Oui. Ok. Ça donne très faim. C'est vrai, il fait non, ça donne Ça envie de donne vomir. très faim. Et il y en avait un que j'ai lu, je retrouve plus le nom. Après, j'ai essayé de lire La pierre et le sabre. C'est de la littérature japonaise. C'est écrit par Eiji Yoshikawa. Ouais. Et c'est au XVIIe siècle, ouais. Ça raconte ça raconte l'histoire je sais pas si c'est un samouraï, mais un guerrier qui marche dans le Japon. Et c'est très philosophique, en fait. D'accord. Et c'est une œuvre classique japonaise, La pierre et le sabre. Okay. Et ça, j'avais découvert à l'époque en écoutant du rap. Okay. Parce que t'as le groupe IAM, et surtout Akhenaton, il fait beaucoup de références à la littérature japonaise. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire. Mais C'est spécial. Bah, je pense que toi, tu t'aimerais bien. Ah. Il faut aimer vraiment la littérature. Hein. Mais c'est philosophique, c'est poétique aussi. Ok. Très poétique. Après, t'as plein de trucs avec des chats aussi. C'est bien ça, les chats. Ils ont un truc autour du chat récent. Et après, t'as notre amie Amélie Nothomb aussi qui parle beaucoup du Japon. Oui, c'est vrai, Madame Amélie Nothomb qui a grandi une partie qui a fait une partie de son enfance au Japon. Avec son nounou. Exactement. Elle aimait beaucoup sa petite nounou. Et qui aime le Japon d'une façon très particulière, très à elle. Très. Mais c'est bien, hein. Non, c'est vrai que c'est bien. Puis je trouve qu'elle a raison sur un point, c'est que au Japon, les gens ont une discipline et une humilité que les autres cultures n'ont pas, je trouve. En Occident, tout simplement. En Occident, tu t'offusques pour tout et pour rien. Elle était trop énervée. Mais je trouve qu'elle a vachement raison sur ce côté discipline, humilité, travail de soi en permanence. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça donne à réfléchir ce qu'elle dit. Je peux raconter une anecdote? Oui, vas-y. Moi, là où j'ai été hébergée quand je suis partie au Japon, j'étais en famille d'accueil chez une petite dame d'une 50aine d'années japonaise. Tous les matins, elle partait faire du sport et je trouvais ça ouf. Et à chaque fois qu'elle revenait, parce que franchement, moi, je suis pas aussi régulière. Quelqu'un de même le week-end, très, très active. Et tous les jours, elle s'entraînait à faire, à chanter, faire des chants traditionnels parce qu'elle pratique le théâtre. Et que c'est une passion pour elle, tu vois. Et franchement, bon, parfois, j'appréciais pas forcément me faire réveiller par les musiques de théâtre. Je dois être honnête. J'entendais des j'étais pas. Mais tous les jours, elle s'exerçait. Tous les jours, elle y allait et je trouvais ça fascinant parce que, tu sais, elle lâchait pas. Et c'est quelque chose qu'elle fait tous les jours de sa vie, tous les week-ends. Genre, elle a c'est précis, son emploi du temps est précis de ouf. Ouais, mais moi, par contre, c'est le truc quand j'étais au Japon en 2016, avant d'y aller, j'ai toujours rêvé d'y vivre. Mais en fait, en y allant, j'ai remarqué comment on est bien en France. Ah ouais? En fait, si tu veux, culturellement, le Japon, c'est merveilleux et tout. La culture japonaise, c'est tellement vaste et poétique. L'artisanat japonais, c'est, comme tu dis, c'est très carré, ils vont à fond quand ils font quelque chose. Mais avec notre liberté de faire et de penser occidentale, j'aurais du mal à vivre dans un pays comme ça, tu vois. Parce que les gens, quand tu observes comment ils vivent, moi j'étais dans le quartier à côté de la Tokyo Tower, le quartier un peu d'affaires, et le soir, ils sont tous bourrés par terre. Ah oui, ok. En fait, ils sortent du travail très tard. Ouais. Et ils vont souvent se saouler après le travail pour oublier un peu la fatigue et les problèmes. Après, des fois, ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail aussi de boire. Après, c'est
là, je parle vraiment pour un truc de Tokyo même, hein. Peut-être dans la campagne japonaise, c'est différent. Mais ce truc de ton travail, c'est ta vie. Oui, Ce concept-là, j'ai du mal. Et aussi le truc de la consommation, tu vois. Ils sont toujours dans la consommation. Après, c'est très tokyoïte, hein. Moi, j'ai fait que Tokyo. Et ouais, tout le temps, consommer quelque chose, tout se vend, en fait. Ouais. Tout existe. Si tu veux, je sais pas, moi, une paire de ciseaux Naruto, bah, elle est là. Il y en a 5 collectors. Et j'avais un peu du mal avec cet aspect-là. En fait, en tant que touriste, j'adore, mais à vivre là-bas, j'aurais du mal quand même. Je comprends. Moi, justement, j'ai apprécié ce côté-là un petit peu, tu sais, où vraiment, par exemple, dans les transports, je sais que c'est un détail minime, hein, Ouais. mais tu sais, il y a marqué juste, vous êtes prié de ne pas faire de bruit. Tout le monde respecte ça. Tout le monde se tait et respecte les autres. Il y a cette dimension de respect qui est présente et ça fait trop plaisir, tu vois. Et ne serait-ce que quelqu'un te bouscule, ah, excusez-moi, ça c'est un truc, enfin, aujourd'hui, genre, en France, excuse-moi, quand je descends du RERD, c'est pas tout le temps que j'ai le excusez-moi, tu vois. Moi, je l'ai jamais. Voilà. Donc, il y a quand même cet aspect-là. Et même moi, tu vois, en tant que femme, ouais. Quand j'étais au Japon, j'avais aucun problème à rester tard dehors le soir. J'avais pas Ouais, peur. c'est sûr, tu te sens Je plus me en sentais en sécurité, sécurité tout le temps. Ah oui, de toute façon, il y a du bon à prendre dans chaque pays. Hein. Ouais, voilà. Donc, et après, je sais pas si t'es parti tout seul quand t'étais là-bas ou pas. Non. Ah. Non. Ce que j'allais dire, c'était plusieurs. peut-être le fait d'être seul. Mais... c'est un pays où ça me dérangerait pas d'aller tout seul, par contre. Après, d'être à plusieurs, c'est vrai que ça m'a un peu mis un peu plus de distance avec les gens. Je pense que c'est un pays qui est intéressant à faire tout seul, où ça va te forcer un peu à aller avec les autres. Et c'est vrai que les gens, ils font tout pour communiquer avec toi, quoi. Même quand ils galèrent avec l'anglais, quand ils galèrent avec le truc, ils font tout pour essayer de t'aider. Ils sont trop gentils. Ouais. Mais après, nous, on a peut-être cet aspect-là parce qu'on, je sais pas, imagine, tu travailles dans l'épicerie japonaise et tu dois dire bonjour, bienvenue à tout le monde, être sourire à tout le monde toute la journée. Je sais pas. Bah, je suis trop dans le parisien. Non, mais fut un temps, ça date pas d'aussi longtemps que ça, où moi, personnellement, j'allais à la boulangerie, on me souriait, bonjour, vous allez bien, vous voulez une baguette? Aujourd'hui, tu vois, parfois, tu peux avoir l'impression que tu vas saouler quand tu demandes ta baguette. Ouais, peut-être qu'il y a un truc qui s'est installé, je sais pas. Je trouve perso. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais... Ouais, après, c'est très grande ville aussi, hein. C'est sûr. Mes amis qui ont fait la campagne japonaise, ils m'ont dit ça n'a rien à voir avec Tokyo, quoi. Bah, comme Paris. Oui, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec d'autres villes de France comme Clermont-Ferrand ou les choses comme ça, quoi. Oui, c'est sûr. J'ai une dernière question pour vous. Quel est le meilleur manga? Ou après, on peut faire un tu préfères, mais je pense que ça va se battre, donc je sais pas. Non. Trop compliqué. Hein. Moi, pour moi, il n'y a pas franchement de meilleur manga. Enfin, ils ont tous leurs qualités, leurs défauts. C'est comme des enfants. Tu peux pas en choisir un quand t'es maman. Oui, c'est ce qu'on dit tous, et puis au fond... T'en as toujours un préféré. Non, moi, depuis que je suis dans ton podcast et qu'on discute, j'ai toujours dit Fullmetal Alchemist et je resterai là-dessus parce que ça, c'est destiné à un public très très large. Ça peut autant toucher les adultes que les enfants et ça aborde des thématiques qui sont vachement intéressantes par rapport à l'être humain. La guerre, l'amour, la fraternité, l'humanité. Enfin, c'est vraiment, je trouve, l'un des plus beaux mangas qui a été réalisé. En plus, il a été fait par une femme. Ouais. Dans le milieu shonen, c'est un truc de ouf. Elle a tout pété. Donc, ouais. Il restera à jamais mon manga préféré, je pense. En tout cas, dans mon top 3. Moi, non, waouh. À une époque, j'aurais dit One Piece, mais One Piece, c'est tellement long, il y a des moments un peu longs, un peu redondants, et t'as des grands moments épiques. Après, c'est trop dur de choisir un manga seul. Je pense que tu peux choisir des arcs de manga ou des œuvres complètes. Une œuvre complète qui pourrait être bien. C'est trop dur de choisir. Naruto, c'est pareil. C'est fini aujourd'hui. Maintenant, c'est la suite. C'est Boruto. Moi, je dirais Dragon Ball. Pas Z, hein. Juste Dragon Ball. Okay. Pour commencer le manga, t'as plein de références à la pop culture. C'est super marrant. C'est super moderne. Ouais. Si je devais en choisir un, je pense Dragon Ball.
enfant, Sangoku enfant. Ce qui serait intéressant, tu m'avais proposé, enfin, je dis ça un peu pour clôturer le podcast, ce qui serait intéressant, ce serait de faire un autre épisode avec vous deux. Et tu m'avais proposé ça il y a quelque temps, Jordan, de prendre la liste de sens critiques sur les 100 meilleurs, enfin, on va pas faire les 100 meilleurs parce que ça va être long, mais je sais pas, mini épisode sur les 10 meilleurs mangas selon sens critique, et que vous apportiez un peu votre point de vue là-dessus. Ouais. Je sais pas si ça vous dit. Oui, franchement. Oui. Après, Toi, tu vas tout critiquer, toi. ouais, moi je suis. Après, le problème, c'est là, dans ce classement, c'est très, des trucs subjectif. très, Ouais. ouais, et c'est très culte, des trucs très, genre Akira, je pense qu'il doit être dans les 10 premiers. Ah, j'espère, hein, s'il y est pas. Moi, j'aime bien Akira, mais je le mets pas dans mes 10 premiers. Oui, et ce serait pas mal aussi de faire vos 10 premiers, pourquoi pas. Ouais. Wow. Oh là là. Allez, vous me préparez ça. Devoir. Pour la semaine prochaine. En tout cas, lisez Kingdom, Dan Dadan aussi, c'est très très bien. Franchement, incroyable. Et écoutez de la J-pop aussi, des années 90-2000. Arrêtez d'écouter de la K-pop. La city pop aussi. Écoutez, la city pop, c'est trop bien la city pop. T'aimes pas la city pop? Si. Je préfère la J-pop. Oui, la J-pop aussi, c'est bien, mais la city pop, c'est trop génial. Oh là là. Oui, c'est bien. Découvrez, écoutez Stay With Me de Miki. Comment elle s'appelle, Miki Tatsubara, je crois. Ouais, mettez playlist City Pop sur Spotify. Au pire. Cassez pas la tête. Et bah écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était super intéressant. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler pendant 1 heure, mais malheureusement, on n'a pas 1 heure. Et bah merci à vous. Merci à toi de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Hein. Ouais, pareillement. Et bah pourquoi pas un prochain épisode sur un autre axe du manga. Ouais. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, après-midi, nuit pour les insomniaques. J'ai sorti un vlog récemment, je tiens à le dire. Je sais pas si vous l'avez vu, vous deux. Toi, je crois que tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas J'ai encore vu le début. T'as vu le début? Bah allez le voir parce qu'il est un peu marrant et je me suis amusée à le faire. Voilà. Et en attendant, bah on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de podcast ou un point littérature. Je vous souhaite à tous le meilleur. Voilà, le meilleur. et que voilà. Paix sur vous. Voilà, paix sur vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, bye.